Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end, l'émission dédiée à vos sorties et vos loisirs. Au sommaire de ce numéro, il sera question de danse avec la compagnie Yeraz qui se produit ce samedi à Saint-Cyr-l'École. Elle vous invite à une découverte des traditions arméniennes à travers le rêve et le voyage. Il sera aussi question de musique, costume et roller puisque c'est le savoureux mélange que proposent les chocs d'Elancourt. Sur le thème du carnaval, vous pourrez passer un bel après-midi entre amis et famille. Et nous parlerons autoportrait puisque c'était le thème de notre concours de photos de ce mois-ci. Claude Chose, le président de l'Union régionale photographique, nous présentera les résultats. Yeraz veut dire rêve en arménien et c'est vers ce but que tend le rêve de nos montagnes, le spectacle de la compagnie Yeraz et Christina Galsian Aboudjan. Bonjour. Vous êtes la chorégraphe de la compagnie. Alors, est-ce que déjà vous pouvez m'expliquer quelle est l'histoire de ce spectacle ? L'histoire de ce spectacle, il raconte tout d'abord des traditions, des rites et traditions du mariage en première partie. Et la deuxième partie raconte les plus universelles. Je l'ai créé en puisant dans mes souvenirs d'enfance les plus profonds et en m'appuyant aussi sur mon vécu en France. Et ça raconte la vie, la mort, la naissance, l'amour, les séparations, les retrouvailles. Tout ce qui fait une histoire. Tout ce qui fait la vie, le bonheur, le partage, la joie, l'amour, la douleur. Vous parlez de vos souvenirs parce que vous êtes né en Arménie, vous avez quitté à 18 ans, mais ce sont vos racines, vous aimez les présenter aussi aux gens ? Oui, bien sûr, j'ai quitté l'Arménie à l'âge de 19 ans avec mes parents et l'exil a provoqué une faille en moi et j'ai eu le besoin de me relier à cette terre de nouveau et la danse arménienne a été ce langage universel qui m'a permis de me rapprocher tout en intégrant mon pays d'accueil, mon pays et raconter des histoires à travers la danse arménienne dans mon pays d'accueil. Il n'y a pas que de la danse dans ce spectacle, il y a aussi un peu de théâtre, parce que vous avez une formation théâtrale. Oui, effectivement, j'ai fait le cours Florent en France et j'ai travaillé notamment avec un metteur en scène et comédien de génie qui est Simon Abkarian. Et c'est grâce à cette pratique du théâtre, j'ai pu me délivrer un petit peu des schémas préexistants de danse arménienne et j'ai pu me laisser libre cours à la création, non pas moderne, mais de puiser vraiment dans mon vécu entre l'Orient et l'Occident. On va regarder ce mariage, parce que je vous propose de regarder un extrait maintenant. Il y a énormément de danseurs, des costumes. C'est ça aussi l'Arménie, c'est toute cette tradition. Évidemment, ce spectacle raconte l'histoire des Arméniens, mais avec du recul et de la distance, je peux vous dire que ce spectacle raconte avant tout la joie dansée de tous. Et c'est une espèce de célébration au pluriel des paradis perdus et à venir. Parce qu'on dit que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et je pense que ce spectacle est aussi le témoignage de ce peuple qui était voué à disparaître après le génocide de 1915 des Arméniens. Et c'est le témoignage de ce peuple qui est toujours là et qui a la joie de vivre. C'est aussi de montrer qu'il a une histoire outre le génocide qu'on connaît plus souvent. L'Arménie, on connaît très peu le pays finalement. Oui, oui, bien sûr. Le rôle de l'artiste, c'est évidemment de s'occuper de sauvegarder la tradition, l'esthétique des mouvements, le code de la danse, mais c'est aussi raconter l'histoire du peuple, parce que de toute façon, la danse, chaque peuple a ses traditions, ses mœurs. La danse est un moyen important pour révéler la psychologie, le tempérament d'un peuple et son passé historique. Puis la danse est universelle, ça parle à tout le monde. La danse, c'est ce qui échappe à la raison. Elle exprime l'indicible.
ce que les corps racontent, c'est loin de la parole, c'est l'émotion, c'est tout ce qu'on ressent à l'intérieur et c'est un langage d'émotion. Il y a des passages aussi beaucoup plus doux, beaucoup plus forts dans votre spectacle. C'est ça, c'est aussi, vous parliez du rêve. Du rêve, oui. Je pense que le rôle d'un artiste, c'est notamment de faire rêver les gens, c'est de secouer le public, c'est d'offrir un séisme d'émotions, de les éloigner du quotidien, de la routine, de les évader, de les faire réfléchir, de les rendre plus généreux, de les élever, de se purifier nous-mêmes en tant qu'artistes et d'offrir une vibration de cœur aux gens qui sont dans la salle et qu'ils partent de ce spectacle en gardant ce rêve et ce moment magique et que ça transforme leur vie. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir pour donner envie aux gens d'aller voir. Alors, si vous voulez voyager en Arménie, c'est au théâtre Gérard Philipe de Saint-Cyr-l'École. Le rêve de nos montagnes est à découvrir à 20h30 le samedi 19 mars. Merci Christina Galsion-Agoudian d'être venue en plateau. À vous. Merci. Eva Dété est une slameuse reconnue de Mantes-la-Jolie et elle expose jusqu'au 25 mars au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Regardez le sujet de Sephora Namani sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. S'exprimer au travers de l'art, une révolte, une souffrance, une lutte, Eva Dété, slameuse et poète originaire du Mantois, propose un travail engagé, autodidacte en art plastique, qu'elle accompagne de ses textes. Il y a de nombreux textes qui sont relativement forts et assez brut, donc qui relate de son histoire et de son passé qui est un petit peu difficile. Et donc la traduction picturale sur son travail est essentiellement liée à la condition de la femme. Condition de la femme, relation homme-femme ou vision du corps féminin, autant de thèmes traités sur papier ou matériaux de récupération par l'artiste. Elle travaille ses créations sans pinceau, avec ses mains ou des bâtons, en mêlant acrylique, huile et pastel. Ce qui nous a plu, c'est vraiment ce travail très brut, très spontané, avec cette émotion qui est très forte. Que l'émotion soit positive ou négative, on ne rentre pas et on ne sort pas de cette exposition sans avoir rien ressenti. Et c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est-à-dire à un moment se dire les arts plastiques, ce n'est pas gratuit, il faut que ça exprime quelque chose. Ces créations sombres ou colorées, brutes, spontanées à la frontière de l'abstrait pour certaines, sont à découvrir au Conservatoire des Arts Plastiques de Montigny-le-Bretonneux jusqu'au 25 mars prochain. Dans le cadre des ateliers d'histoire organisés par la ville des Clés-sous-Bois, d'anciens clésiens se sont réunis pendant un an pour réaliser l'exposition Souvenirs d'enfance de 1930 à 1960. Cette exposition est présentée jusqu'au 10 avril au commun du château des Clés-sous-Bois. Leurs témoignages et objets anciens éclairent les thèmes de la vie quotidienne comme l'enfance, l'école, la famille, le travail ou encore la religion. Un moyen de lire l'évolution de la société de 1930 à 1960. Les détails avec Muriel Raoult et Daniel Wolders-Laurent. À partir de toutes ces thématiques, eh bien, on a pu effectivement les alimenter, les agrémenter avec les témoignages, les photos que chacun personnellement a apportées et également ensuite des objets. Donc pour illustrer les modes de vie voilà, qui pouvaient exister de 1930 à 1960. J'ai participé à cette exposition en mettant par écrit nos souvenirs d'enfance du début jusqu'aux années 60 inclus, et rechercher nos photos pour appuyer nos photos. Donc notre famille est pas mal sur les affiches, et puis rechercher les objets qui nous ont pris du temps. On change maintenant complètement de sujet parce que nous a rejoint en plateau Wissem Jaubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la section roller, hockey, loisirs des Chocs d'Elancourt. Votre club organise ce dimanche une disco roller. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une disco roller ? Alors une disco roller, en fait, c'est un peu le même principe que si on va en patinoire un samedi soir, où tout simplement on aura un thème musical et on va patiner autour de la patinoire. Donc là, cette fois-ci, par contre, c'est en roller. D'accord. C'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde, oui. Les plus débutants, ceux qui ont un peu un problème de confiance en roller, il y a des bénévoles, des membres de l'association qui seront là pour donner des petits cours et des conseils pour être sûr de rester debout sur les rollers.
C'est une activité familiale à faire aussi entre amis ce dimanche? Entre amis, entre familles, c'est valable pour les deux. C'est-à-dire que si on a des amis qui veulent venir et qui viennent, généralement c'est aussi très familial parce que quand il y a des enfants, il y a des parents, les grands-parents qui aiment bien aussi venir. Donc c'est vraiment quelque chose qui se partage amis et entre familles. Ça peut permettre aussi de faire découvrir la pratique et le club? C'est aussi le but, c'est un peu pour nous une sorte de deuxième porte ouverte, vu qu'on accueille beaucoup de gens qui sont vraiment extérieurs à l'association. Ça nous permet de faire connaître l'association, notre nom, notre image et notre culture, et derrière d'avoir peut-être de nouveaux licenciés pour l'année suivante. Et pour peut-être donner envie à ces nouveaux licenciés, ça va se passer comment? Ce sont des activités libres ou il y aura des petits ateliers? Alors, globalement, c'est une activité libre, donc ce sera de 14h à 18h, avec vraiment majoritairement une activité libre, mais de temps en temps, on arrêtera un peu cette activité libre pour faire des jeux, c'est-à-dire, on va dire, chenilles. Ce qu'on a vu à l'écran. Chenilles, des jeux de vitesse, on va faire des courses, des petites compétitions, enfants, et puis ensuite adultes, débutants, et voilà. D'accord. Il y a un thème particulier cette fois, c'est le carnaval. Il faut venir déguisé ou c'est Alors, libre? on recommande le déguisement parce que c'est toujours plus marrant, c'est toujours plus rigolo. Après, s'il n'y a pas de déguisement, non, il n'y en a pas. Alors cette année, le thème, c'est le carnaval. Donc on l'avait choisi parce que, si je ne dis pas de bêtises, le carnaval en Italie a bientôt lieu. Donc voilà, avec le rapprochement des dates, on s'était dit que ce serait une bonne thématique qu'on n'avait jamais exploitée. C'est l'idée aussi de s'amuser avec la musique, Voilà, de exactement. compléter la fête. C'est ça. Par contre, il faut préciser, les rollers ne sont pas fournis, il faut venir avec ses propres rollers. Ouais, contrairement à une patinoire où on vient aussi louer des patins à glace, là cette fois-ci, nous on n'a pas de stock et on demande aux personnes de venir avec leurs propres patins. Il y a une petite nouveauté, parce que vous faites souvent des disco rollers, hein, les C'est Shocks. 2 fois par an. Vous proposez cette année une tombola. Oui, alors cette année, on fait une tombola, c'est-à-dire qu'avec chaque entrée de personne, c'est un ticket de tombola en plus, et à la fin, il y aura la remise des prix équivalents. Petits détails, des cadeaux peut-être à gagner? Pas vraiment, non, ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Alors, merci Wissem Jaubert. De rien. Si vous voulez faire du roller, danser, mais surtout profiter d'un après-midi en famille et entre amis, prenez la direction du gymnase Chastanier-Délancourt dimanche 20 mars. Si ce week-end vous êtes plutôt tenté par un bon ouvrage, Laurent Garin du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux vous propose une colère noire, Lettre à mon fils de Ta-Nehisi Coates. L'auteur parle de racisme anti-noir aux États-Unis. Je vous laisse Laurent Garin nous le présenter. Donc bonjour, aujourd'hui je vous présente Ta-Nehisi Coates, qui est un journaliste américain d'une quarantaine d'années, donc c'est son premier ouvrage. Et donc là il va écrire une lettre à son fils d'une quinzaine d'années sur la condition et sur la position des hommes noirs dans la société américaine. Donc il prend en fait lui comme contexte sa position à lui en tant que jeune, donc l'éducation qu'il a pu recevoir de son père qui lui descendait des esclaves, et donc tout son vécu et tout son ressenti vis-à-vis de la position du corps noir, parce qu'il utilise extrêmement souvent ce terme-là de corps noir dans la société américaine. Et donc on voit en fait, c'est plus une explication sur le contexte de la naissance du racisme aux États-Unis que sur quelles sont les solutions qu'il faut y apporter. C'est juste voilà, un acte de fait sur la position du noir dans la société américaine. Donc ce qui finalement est très intéressant dans ce livre, enfin, c'est de voir les évolutions. Déjà, son père, Ta-Nehisi Coates, a connu une situation du noir dans la société. Lui en a connu forcément une différente. Son fils va forcément aussi en connaître une différente parce que déjà il y a un président américain noir. Et donc voilà, c'est ces évolutions-là de la société américaine et du racisme. Et la préface qui est faite par Monbankou, qui dit quand même qu'il y a des différences entre la société française et la société américaine. On n'a pas les mêmes façons de gérer ce racisme-là vis-à-vis des Noirs, mais qu'il y a quand même des ponts qui existent. Et ça permet quand même de pousser aussi la réflexion sur notre société à nous et sur ce que devient la France et son racisme. On continue ce 7-8 week-end, l'édition dédiée à vos sorties et vos loisirs, en parlant de photographie et plus précisément de notre concours photo. Ce mois-ci, il était question d'autoportrait. Claude Chose, bonjour. Bonjour Mélanie. Vous êtes le président de l'Union régionale photographique Sud-Ouest Île-de-France et vous êtes venu nous présenter les résultats. Première question, est-ce que les participants ont été inspirés
par ce thème? Mais écoutez, Mélanie, bien sûr, on a eu quand même des photos qui étaient fort bien faites. Vous les avez vues aussi. Vous avez vu toute la série. Les gens, ils ont vraiment réalisé l'autoportrait et non le selfie comme on leur avait demandé. Vous pouvez nous préciser la différence? Alors le selfie, c'est une photographie qu'on pratique souvent avec son téléphone portable, mais aussi avec son appareil photo, puisqu'il existe des cannes, qui quelque part est une photo pour montrer le lieu où on se trouve, c'est-à-dire valoriser le lieu où on se trouve. J'habite Versailles, si vous voulez, et moi je suis souvent dans le parc parce que c'est un lieu de promenade, et on s'aperçoit que les gens se photographient pour montrer qu'ils sont à Versailles. Alors que l'autoportrait, écoutez, c'est quelque chose où on se montre tel qu'on est, sans artifice, sans montrer le lieu. Et écoutez, vous avez vu, Mélanie, les photos, elles étaient vraiment très très bien réussies. D'ailleurs, je crois qu'on va en voir quelques-unes, les 5 premières. On va voir les 5 qui se sont distinguées, dont le jury a estimé. Là, la première qu'on voit qui fait 4e ex aequo, c'est celle de Donato Alteri. Qu'est-ce qui a plu au jury dans cette photo? Écoutez, je trouve que c'est une photo très contemporaine où ce monsieur, si vous voulez, cette personne s'est montré avec sa passion qui est le vin, si vous voulez, très certainement. Et en plus, il s'est dédoublé. C'est une photo contemporaine qui a été travaillée, qui a été montée. Et je trouve que c'est une très, très belle image, si vous voulez. Donc, voilà. Et ex aequo avec cette même photo, c'est celle de Roger Temem. Voilà, on la voit, alors, voilà, celle-ci. Roger Temem s'est photographié lui-même. Et puis, je crois qu'il en a fait 2 photos dans le classement. Il y a celle-ci qui est en couleur, mais qui est classée aussi 4e ex aequo. Moi, j'avoue que je préfère la 3e, qui donne, vous avez le regard de ce monsieur. Voilà, il y a ce côté un peu à la Siménon, si vous voulez, donc auteur de romans policiers, si vous voulez, donc qui se montre un petit peu comme Gabin, si vous voulez, dans tous les films qu'il a fait quand il était commissaire de police, le Pacha, etc. Il y a une question d'éclairage aussi. Il y a une question d'éclairage, elle est vraiment très bien faite. Moi, j'avoue que c'était une photo qui m'a vraiment interpellé. Mais vous savez, Mélanie, je ne participe pas au classement. Donc voilà. Et la seconde place, elle est pour Manuel Cuccaro. Oui. On va voir, voilà, qui est splendide cette photo. Qu'est-ce qui a permis qu'elle se distingue? Écoutez, cette photo, je trouve qu'elle est pleine de douceur. Elle est pleine de... C'est une image qui nous amène à partir dans le rêve, à imaginer, essayer de traduire la pensée de cette personne pour pouvoir essayer de mieux la comprendre. Je trouve que c'est une très très belle photo aussi, bien réussie. Et je vous dis, globalement, toutes les photos que nous avons reçues, à peu près une trentaine, eh bien écoutez, on avait de très belles choses dans toutes ces photos. Et il y en a une qui est particulièrement sortie du lot. C'est pas un gagnant, parce que pour le moment, on n'a dit que des noms d'hommes, mais c'est une gagnante. Elle est avec nous en plateau, Hélène Engoulevent. Bonjour. Je vais me retourner tout de suite vers Claude d'abord pour qu'il m'explique ce qui a vraiment plu dans cette photo d'Hélène Engoulevent. Eh bien, écoutez, cette photo, je crois que c'est la partie floue, l'imaginaire d'Hélène qui a fait que les gens Parce que globalement, elle a été citée 1e ou 2e par les 4 membres du jury. Et Hélène en avait envoyé plusieurs. Je trouve que, si vous voulez, Hélène a été imaginative. Elle a essayé de nous faire participer à son voyage dans le rêve. Et je dirais que c'est une très jolie photo. Donc, mais je crois que le mieux, c'est de poser la question à Hélène. Justement, j'allais dire, on a même du mal à croire que c'est une photographie. Vous pouvez m'expliquer comment elle a été faite? Alors, tout d'abord, j'étais devant un écran blanc. J'avais mis mon appareil sur un pied photo et j'ai utilisé un intervallomètre, c'est-à-dire qui lançait le déclenchement toutes les 5 secondes à peu près et avec une pause lente de 3 secondes. Voilà, donc j'ai essayé c'était un exercice pour moi en fait, et j'ai essayé de bouger sur cette photo pour voir ce que ça pouvait donner, et puis j'ai trouvé que c'était sympa. C'est très esthétique, il y a une sensation de fluidité, on a l'impression que c'est une superposition de photos, c'est très impressionnant. Et l'autoportrait, qu'est-ce qui vous a plu dans ce thème? Parce que c'est pas nécessairement facile de se mettre face à l'objectif. Non, c'est quelque chose même qui est très difficile pour moi. Et là, j'étais toute seule, donc j'avais pas de témoin. Donc je me suis habillée, chapeautée. Et puis c'était un exercice photographique pour moi réellement, parce que je voulais découvrir un petit peu l'exercice de l'autoportrait, mais aussi de la pose lente voilà, et puis... Donc pour une première, c'est quand même très réussi. Vous êtes la gagnante de notre concours. Vous y attendiez? Non, absolument pas. Une belle surprise. Oui, très belle surprise. Eh bien, merci beaucoup, Hélène Engoulevent. Pardon, excusez-moi. J'espère que vous nous ferez d'autres belles photos. Au nom
au nom du président de la Fédération photographique de France, Xavier Dichard, qui m'a demandé de remettre à Hélène ce livre pour son premier prix. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est le lot pour vous. Voilà, c'est si très vous gentil. voulez, Merci beaucoup. Mais écoutez, nous, on remercie Hélène d'avoir participé à ce concours, mais je crois qu'aussi on peut remercier tous les autres participants parce que c'était vraiment c'était un très beau travail, un travail très intéressant, très difficile et très intéressant parce que comme on le dit, si vous voulez, c'est pas toujours facile de se mettre devant l'objectif parce que plein de choses passent à travers, si vous voulez, le regard, etc. Donc voilà. Et là, on est à l'autoportrait ce mois-ci. Mais le mois prochain. Le concours photo continue. Le mois prochain, quel défi vous lancez à nos téléspectateurs? Nous sommes sur Saint-Quentin-en-Yvelines, ville nouvelle par excellence, puisque décidée, je crois, dans les années 60. Eh bien, on va parler de l'architecture contemporaine. Je crois que pour avoir moi-même fait des photos sur Saint-Quentin, puisque j'y ai habité pendant très longtemps, il y a des choses qui sont surprenantes. Eh bien, on parle de... Le thème sera l'architecture contemporaine. Nous vous demandons de bien vouloir envoyer vos photos l'adresse va s'afficher, à rédaction@tvfil78.com. On va dire cela vers, j'ai oublié de dire la date, j'ai pas les dates, on va dire avant le 18 avril. 18 avril. Voilà. Donc c'est à noter dans vos agendas. L'adresse vous a été donnée. N'hésitez pas, envoyez-nous vos plus beaux clichés. Exercez-vous sur Saint-Quentin-en-Yvelines. On n'oublie pas, mais il y a de quoi faire, Claude. On connaît très bien la ville. On ne s'arrête pas, si vous voulez, à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais sachant qu'on est dans cette ville qui est absolument contemporaine, et il y a de très belles choses à faire. Et voilà. Affûtez votre regard et vous verrez que vous découvrirez des choses très intéressantes. Et comme Hélène Engoulevent, le gagnant ou la gagnante sera reçu en plateau et aura bien sûr un cadeau. On essaiera de lui avoir un cadeau. Je vous remercie tous les deux d'être venus en plateau. Je vous dis à une prochaine fois, Claude. À bientôt, Mélanie. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Alors, on a parlé photographie, on va partir au cinéma, parce que si vous souhaitez aller dans les salles obscures, Cyril Haddad du cinéma Philippe Noiret des Clés-sous-Bois vous donne son coup de cœur de professionnel. On l'écoute. Cette semaine, notre coup de cœur est le film Les Innocentes. Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse polonaise. D'abord réticente, Mathilde accepte de la suivre dans son couvent où 30 bénédictines vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs d'entre elles, tombées enceintes dans des circonstances dramatiques, sont sur le point d'accoucher. Le film parle de l'après-guerre en Pologne et des femmes. Sur un fait mal connu mais parfaitement authentique, le film dégage profondeur et intensité. Il met en lumière le tragique de l'histoire en s'attachant à la vérité humaine et à la beauté formelle. Le spectateur sera touché par l'amitié entre des femmes que leur foi sépare, mais finalement réunies par le même amour de leur prochain. Le film envoûte et emporte jusqu'au final inattendu. Ce drame historique bouleversant est une réussite du cinéma français. Vous n'aurez pas seulement besoin de l'aide de Dieu. Tous les jours, je revis tout ce qui s'est passé. Tous les jours. Mais aucune n'a perdu la foi. Ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. Je suis là pour les aider. Dites-moi comment m'y prendre. Błagam, proszę mi powiedzieć prawdę. Les Innocentes est à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Noiret. L'édition 2016 de Mon Repart se déroule du 19 au 30 mars à l'espace Albert Camus. C'est l'occasion de découvrir les œuvres d'une centaine d'artistes locaux. Voilà. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de handball. Le tournoi international junior féminin qualificatif pour le championnat du monde 2016 en Russie est organisé de ce vendredi 18 au dimanche 20 mars au Palais des Sports Pierre de Coubertin à Plaisir. 4 pays, dont la France, s'affronteront dans ce mini-tournoi pour gagner leur billet pour la compétition. Seule la première place est qualificative et les rencontres sont ouvertes au public, alors laissez-vous tenter. On conclut avec un dernier rendez-vous qui est lui aussi sportif à partir de 9h30 ce dimanche 20 mars. C'est la course de printemps à Voisins-le-Bretonneux, esprit convivial, familial et sportif garanti. Voilà, le 7-8 Week-end est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Sephora Namani qui vous donnera encore des nouvelles idées, sorties et loisirs. Moi, je vous souhaite un excellent week-end.